Et nous commençons avec Antoine qui nous appelle de Bussy-Saint-Georges. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. On vous écoute Antoine. Bonjour. Alors moi j'ai juste deux remarques à faire. Parce que tout ce qu'il dit ce monsieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérité. Voilà, mais moi c'est simplement, j'ai deux points à souligner. C'est que concernant le franc CFA, est-ce qu'il peut au moins admettre que ce système a été basé ou a été reproduit par le général de Gaulle après que l'Allemagne l'ait fait à la France? Et sans l'intervention des Alliés, aujourd'hui on parlerait tous allemand. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, originaire du Congo belge, oui c'est vrai qu'on a eu l'indépendance, mais au prix du sang, M. Berkov. Il y a eu des mains qui ont été découpées sur les enfants, sur les femmes, parce qu'on avait le caoutchouc à l'époque. Et sans ce caoutchouc, si les Belges étaient venus pour un contrat win-win, comme on voit dans tous les pays européens, en disant aux Congolais, nous allons vous construire des chemins de fer, mais parce qu'on veut faire du business avec vous et sans vous couper les mains, je vois pas pourquoi les Congolais, en tant qu'êtres humains, ils auraient dit non. Voilà. Et c'est encore dommage parce qu'aujourd'hui, quand on compare l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone, la dernière des Afriques, c'est l'Afrique francophone. C'est intéressant. Non, Antoine. Oui, Bernard Lugan. Oui, effectivement, l'Afrique francophone, par rapport à l'Afrique anglophone et à l'Afrique lusophone, a des problèmes politiques totalement différents. Et là, nous en revenons très exactement à ce que je disais, parce que nous avons laissé le pouvoir à des gens que nous avions formés dans nos écoles, dans nos universités, et qui étaient en décalage complet avec les réalités locales. Alors que les Anglais, eux, ont laissé le pouvoir aux anciennes élites. Nous l'avons fait dans un seul territoire, ça. C'est le Maroc, grâce à l'IOT. En Tunisie, un peu également, mais un peu moins. Mais qu'ont fait les Anglais aux colonies? Ils n'ont pas, sauf dans les 2 ou 3 colonies de peuplement, qui étaient la Rhodésie, essentiellement la Rhodésie. Exactement. Ailleurs, ils ont gardé les structures, ils ont mis un gouverneur, mais qui s'appuyait sur un vrai réseau traditionnel des chefs. Ce qui fait que quand ils ont décidé de donner l'indépendance, ils ont supprimé l'échelon supérieur, qui était l'échelon du gouverneur et de ses adjoints, et les structures sont restées en place. Vous avez par exemple, l'exemple qui est topique, c'est l'exemple du Botswana. Au Botswana, le Parlement est composé par les chefs des tribus. C'est pour ça que ça tourne. Ce qui est habile et intelligent. Enfin, alors que nous, en France, nous n'avons pas fait cela. La chefferie en France, nous l'avons totalement transformée. On dit oui, mais on s'est appuyé sur la chefferie. C'est du baratin. Nous avons changé la chefferie africaine. Nous avons mis nos chefs à nous. Souvent anciens combattants, ou souvent des gens qui sortaient de nos écoles, etc. Donc nous avons changé. Et en plus de cela, il y a l'exemple totalement contraire, c'est l'IOT au Maroc. L'IOT qui arrive au Maroc en disant « Mon souci, c'est de ne pas algérianiser l'Algérie. » C'est-à-dire, je ne veux pas jacobiniser l'Algérie. Et l'IOT va dire, moi je suis le premier serviteur du sultan, car il est inéluctable et souhaitable que nos colonies deviennent indépendantes. L'IOT qui dit que dès 1916-17 dit nous allons devoir donner l'indépendance. Et il faut que l'indépendance se fasse dans les meilleurs termes possibles à l'époque. Dans le Maroc, c'est ce qui va se passer. Si vous prenez, moi, je connais bien le Maroc, hein, j'ai écrit pas mal, je connais très bien. Si vous prenez les élites qui gouvernent juste avant le début du protectorat, ce sont les mêmes familles qu'on va retrouver au lendemain de l'indépendance. Qui sont les élites traditionnelles. Ce qui fait, il n'y a pas eu, si vous voulez, le traumatisme qui s'est opéré dans les colonies françaises. Exactement, même comme les colonies belges, parce que nous, on a Patrice Emery Lumumba, qui a été notre héros, qui a voulu apporter la démocratie, qui a demandé l'indépendance, mais qui l'a payé de sa vie. Oui, alors aujourd'hui, les conséquences, on peut les ressentir, hein, parce que Kinshasa, c'est la plus grande capitale au monde francophone, mais il n'y a aucun lien avec la France. Ça, c'est tout paradoxe. Là, vous avez raison, mais vous avez parfaitement raison. Alors, le problème de Lumumba, c'est un problème qui sort un peu de notre cadre, parce que c'est une question qui s'est passée en pleine guerre froide. Où il y a eu... La période de la guerre froide a été plus traumatisante pour l'Afrique que la période coloniale. URSS, oui, parce que, si vous le voulez, chacun a dû choisir un camp qui n'était pas de son histoire. C'est-à-dire qu'ont été plaqués sur l'Afrique deux systèmes de coalition totalement étrangers à l'Afrique. Je vous donne un exemple très simple, l'exemple du Rwanda, que je connais bien. Le paradoxe suivant. Dans les années 1955, la Belgique et l'Église catholique veulent donner le pouvoir aux Hutus qui sont majoritaires
Et les Tutsis, qui sont des monarchistes et qui sont des féodaux, vont demander l'indépendance tout de suite pour que la Belgique n'organise pas une indépendance pour les Hutus. Résultat, ils vont être soutenus par qui? Par le bloc soviétique. Donc, pour les Occidentaux, les Tutsis vont être des pro-communistes, puisqu'ils sont donc, des monarchistes féodaux aristocrates qui vont être soutenus avec l'URSS. Voilà. Donc on est dans la transformation complète. Vous voyez, la guerre froide a été traumatisante pour l'Afrique. Et l'événement du Congo, vous êtes de quel coin, vous, du Congo? Moi, je suis de Kinshasa. Vous êtes Bas-Congo? Oui, je suis de Bas-Congo. Vous êtes Bas-Congo du nord ou du sud? Du Nord. Ok, bon. Donc, vous connaissez bien le problème qui s'est passé avec le phénomène. Oui. Bon, avec ce que je veux dire, c'est que par rapport à tout ce que vous dites. Les tensions Kasavubu, le Lumumba, oui, etc. Bon. C'est très vrai, mais toujours est-il que l'Afrique, pour moi, elle est victime de ses ressources minières. Ah ben, alors, cher monsieur, oui, vous qui êtes congolais, regardez ce qui se passe au Kivu à l'heure actuelle, avec le M23. Le Rwanda, devant tout le monde. Le Rwanda est en train... Nos téléphones ont bien le cobalt du Kivu, nos téléphones, nos portables, nos voitures, et le coltan d'Ituri. À l'heure actuelle, le Rwanda ne vit économiquement que parce qu'il pille les richesses du Congo. Et il y a l'embargo. Aux yeux de la communauté internationale, il est le premier producteur mondial. Et oui, on est d'accord. Monsieur. Il faut dénoncer ça aussi, monsieur. Il faut l'écrire. Oui, mais on est d'accord. Mais justement, c'est ce que dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et vos remarques sont parfaitement justes. On va continuer. Merci en tout cas, Antoine. J'ai pas la montre aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Bon, non, mais on y va. Mais il y a tellement d'auditeurs, mais c'est très bien. Et je salue un représentant du grand royaume de Congo. Merci beaucoup. Bonne continuation. Nous sommes tout de suite avec Lagdar qui nous appelle de l'Aude. Bonjour Lagdar. Bonjour Lagdar. Bonjour à vous deux. Bonjour messieurs. On vous écoute Lagdar. Vous m'entendez bien, j'ai tout enlevé, j'ai tout coupé. Hein. Très bien, oui, on vous entend bien. Alors, parfait. Oui, je voulais préciser un petit point concernant le fait que monsieur précisait qu'on avait fait des chemins de fer, qu'on avait fait plein de choses, débroussailler des terrains. Mais il s'avère que durant cette période, il me semble fin 19e et 20e siècle, c'était l'industrialisation. Des siècles où justement tout se mettait en marche au niveau mécanique et compagnie, et qu'il est vrai qu'avec ou sans la colonisation, je pense que, pour parler de l'Algérie, étant donné que je suis originaire de là-bas, et que je connais un petit peu donc le sujet, je pense qu'on y serait bien arrivé assez facilement, surtout quand on sait le pourquoi du comment que l'Algérie était envahie au préalable. Le fait de dettes. De dettes de blé qui n'avaient pas été payées, et durant quelques années d'ailleurs. Donc au fur et à mesure du temps, évidemment que ce pays qui était le grenier de l'Europe pourrait continuer de s'enrichir, se serait industrialisé, et je pense même beaucoup plus qu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que depuis que la France est partie depuis 62, il y a eu des chemins de fer, mais uniquement sur le nord. Tout le sud du pays avait été, entre guillemets, abandonné. Bernard Lugan. Oui, mais écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que vous êtes dans l'idée, avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je vous parle du réel. Quelle était la situation de l'Algérie en 1830 ? Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il y avait rien du tout. Donc, tout a été construit par les Français, et tout a été construit... vous savez, je donne dans mon livre le nombre de kilomètres de routes, etc. Nous avons laissé, nous, en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux modernes, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le Turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. Voilà, monsieur, merci. Alors, je précise donc sur ce que vous venez de dire, mais ça a été beaucoup utilisé pas pour le civil, mais pour le génie militaire. C'est le génie militaire qui est beaucoup intervenu à ce niveau-là. Oui, mais peu importe, il vous a laissé des routes, le génie militaire. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas la route de Masséra, qui était la première route qui a été faite. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu les barrages. Si vous n'aviez pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu la bonification de la Mitidja.
elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industrielle automatiquement ça se ferait naturellement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur, bravo, monsieur, c'est certain. Non, mais c'est comme par exemple, bon, le métal qui a été utilisé par exemple pour la Tour Eiffel, il provient d'où? Alors là, monsieur, l'affaire a été parfaitement bien étudiée. 97% vient du minerai lorrain. Le reste, c'est du baratin. Là, vous voyez, vous êtes dans la fausse histoire, vous êtes complètement l'esclave, vous êtes l'esclave de la fausse histoire, mais tout ceci a été parfaitement étudié par les... Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Écoutez-moi cet exemple. On nous dit, la France a développé son industrie grâce aux colonies, grâce à l'argent de l'esclavage et ensuite de la colonisation. C'est quand même bizarre de voir que les grands centres industriels français ne sont pas à Nantes, ils sont pas à La Rochelle, ils sont pas à Bordeaux, ils sont pas à Marseille, ils sont où? Ils sont en Lorraine, ils sont en Alsace, ils sont en Moselle. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté des mines de charbon et ils sont à côté des mines de fer. Donc, vous voyez, venons au réel. Le reste, vous pouvez me raconter n'importe quoi. Vous n'êtes pas dans l'histoire, vous êtes dans la mémoire. Et vous êtes dans la fausse histoire. Et l'Algérie est un pays, à l'heure actuelle, qui a un système qui est au pouvoir, un système kleptocratique, et qui ne vit que par la fausse histoire qui a été écrite en 1962. Et cette fausse histoire empêche véritablement une réaction, j'allais dire, adulte de la classe politique algérienne, pas du peuple algérien. Le peuple algérien il a tout compris. Et ce manque de réaction est obligatoire parce que vous êtes pris dans cette fausse histoire. Il faut en sortir. La Tunisie, l'Égypte, le Maroc ne sont pas en train de récriminer en permanence. Ils vont de l'avant. Est-ce que vous regardez toujours derrière. Vous n'avancerez jamais, monsieur. Évidemment, du fait que, exemple, le Maroc a eu son indépendance sans tout le bain de sang qu'on a pu connaître, par exemple, en Algérie, du fait sûrement de l'intervention américaine. Écoutez, moi j'étais à Meknès en 1956 quand il y a eu le massacre. Il y a eu des massacres au Maroc également. On va pas faire toute l'émission là-dessus, c'est intéressant, mais vous avez chacun donné votre point de vue, et effectivement, c'est bien de remettre tout en perspective. Que vive l'échange sur Sud Radio. Merci Lagdar pour votre appel. Merci Lagdar. Merci à vous. Merci à vous, messieurs. Et on se retrouve dans un instant avec vos appels au 0826 300 300.